Cet épisode a été enregistré à distance pendant le confinement. Merci pour votre indulgence quant à la qualité sonore et bonne écoute. Effectivement, les costumes sont très importants dans la comédie musicale hollywoodienne classique. On va avoir des grands costumiers hollywoodiens qui ont aussi notamment travaillé pour des comédies musicales. Le costume, ça va participer un peu de la magnificence qui est propre au genre. Fanny Beuret est l'auteure d'un très bel ouvrage sur la comédie musicale de l'âge d'or hollywoodien, That's Entertainment, musique, danse et représentation dans la comédie musicale hollywoodienne classique, édité aux presses universitaires de la Sorbonne et issu de sa thèse. Docteur en études cinématographiques, elle enseigne à Paris Diderot, à la Sorbonne, à Nanterre et travaille parallèlement au CNC. Elle co-anime également un podcast, All That Jazz, le premier podcast français consacré aux comédies musicales. C'est une joie de t'accueillir aujourd'hui, Fanny, pour parler des costumes dans les comédies musicales hollywoodiennes, dans ce second hors-série de Profession costumière. Sois la bienvenue. Merci beaucoup et je suis très contente que tu m'aies invitée. Alors, on s'est parlé un peu avant pour préparer des questions sur le costume de la comédie musicale et je voulais commencer par une question un peu large sur la rencontre des deux parce qu'au cinéma, le costume joue de nombreux rôles. Il contribue à construire les personnages, l'esthétique d'un film, nourrit l'intrigue, mais dans la comédie musicale, le costume se confronte aussi à un enjeu supplémentaire qui est de laisser les danseurs suffisamment libres de leurs mouvements. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être commencer par parler de la rencontre du costume avec l'âge d'or de la comédie musicale. Et est-ce que tu peux nous dire aussi s'il y a eu des mauvais castings de costumes dont tu as connaissance ? Oui, alors comme tu le dis, effectivement, les costumes sont très importants dans la comédie musicale hollywoodienne classique, comme dans le cinéma hollywoodien classique en général, puisque on va avoir des grands costumiers hollywoodiens qui ont aussi notamment travaillé pour des comédies musicales. Je pense à Edith Head, à Walter Plunkett, à Irene Sharaff, qui est quelqu'un qui a aussi d'ailleurs aussi travaillé pour Broadway. Et dans la comédie musicale, le costume, ça va participer un peu de la magnificence et de cet effet d'abondance qui est propre au genre, puisqu'on dit toujours que c'est un genre vraiment à grand spectacle, qui a vocation à en mettre plein la vue aux spectateurs. Et cela s'ajoute la contrainte de danser avec les costumes, comme tu le disais. Et effectivement, des mauvais castings de costumes, il y en a pas mal dans l'histoire de la comédie musicale. Et je pense notamment aux robes de Ginger Rogers, qui ont posé beaucoup de problèmes à la danse et à son partenaire de légende, Fred Astaire, et au point que dans sa biographie, Fred Astaire, il raconte qu'au fur et à mesure en fait, de sa carrière, il a pris l'habitude de demander à ses partenaires de répéter en costume, ou en tout cas dans une tenue qui se comporte à peu près comme le costume final, pour éviter les surprises de dernière minute. Par exemple, il cite le cas de robes trop serrées, qui rendent les pas impossibles à faire pour la danseuse, ou encore le cas de robes qui sont trop fournies à l'ourlet, tout en bas, et qui vont donc s'envelopper autour des pieds du couple de danseurs et qui va devenir leur robe à tous les deux, évidemment, pour la danse impraticable. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont beaucoup affecté Fred Astaire sur ce point. Et il y a plusieurs mésaventures qu'il a connues avec les robes de Ginger Rogers, parce que bon, évidemment, on était dans le courant des années 30, avec une tendance assez forte et prononcée pour les robes longues et assez moulantes. Et le plus connu de couac de costume, c'est la robe de Chick to Chick, donc le numéro iconique du film Le danseur du dessus, un film de 1935. Et en fait, pendant Chick to Chick, donc Ginger Rogers porte une très magnifique robe à plumes, mais qui va se déplumer en fait au fil de la danse. Et apparemment, pendant les prises, il y en avait partout. Fred Astaire, il en avait dans la figure, ça se voyait sur le sol. Enfin, vraiment une catastrophe. Donc, il a fallu faire moult reprises du costume et retournage de la séquence pour que, in fine, ça se voit pas trop à l'écran. Et ce que j'aime bien dans cette séquence, c'est que elle est tellement connue en fait qu'elle va être citée dans d'autres films. Et je pense par exemple à un film qui s'appelle Parade de printemps, un film avec Judy Garland et Fred Astaire, dans lequel on a une séquence de danse ratée
où le personnage de Judy Garland porte une robe à plumes et on la voit en mettre plein dans la figure de Fred Astaire comme un clin d'œil en fait au film avec Ginger Rogers. Donc j'aime bien cet exemple parce que c'est drôle, ouais. À contrainte qu'une robe apparemment magnifique va poser à la danse. Et qu'on n'imagine pas du tout, sinon en découvrant le film, c'est drôle de savoir ce qui s'est caché derrière. Ouais, qu'on voit en général pas du tout à l'écran. Un autre exemple, c'est la robe à perles que porte Ginger Rogers dans le numéro Let's Faith Music and Dance, qui est le numéro final du film En suivant la flotte, un film de 1936. En fait, c'est une robe qui a de larges manches et en fait qui ont assommé Fred Astaire au tout début de la séquence. Là encore, c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie, c'est qu'à 15 secondes de danse, il y avait une espèce de tour où c'était hyper technique pour qu'ils se prennent pas la manche dans la figure. Et ben là, bam, il se l'est pris dans la figure à la première prise et apparemment, il était tout sonné pendant tout le reste de la danse. Mais ça se voit pas du tout. Enfin, si on regarde vraiment, on peut apercevoir. Je me suis dit à peu près que c'était à un certain endroit. J'ai essayé de visualiser ça. Mais c'est vraiment imperceptible et si on sait pas ça, parce que finalement c'est la prise qu'ils ont gardée, hein, parce que c'était la meilleure, mais ça se voit quasiment. Ah oui, c'est fou, il a réussi à rester stoïque. Ouais, et après, parce qu'en plus, comme selon l'habitude de Fred Astaire, après c'est des longues séquences sans coupe, donc ensuite il y avait 4 minutes de danse, mais il a continué tout sonné par la robe qu'il était. Et parfois, en fait, les costumes étaient tellement impossibles qu'il fallait changer de costume au fil du numéro, ou plus exactement, en fait, tourner plusieurs parties du numéro avec des costumes différents en fonction des mouvements. Et c'est particulièrement visible, ça, dans un numéro qui intervient vers la fin de La Belle de Moscou, donc un film de 57, le numéro Fated to be Mated, donc un numéro qui réunit Sid Charisse et Fred Astaire. Et Sid Charisse, au début du numéro, elle porte une robe pendant pas mal de temps du numéro. Hein. D'ailleurs, elle porte une robe, mais qui va brusquement, à la toute fin, se transformer en short long, en espèce de robe de jupe culotte en fait, au moment où elle va trop lever la jambe. Et notamment lorsqu'ils sont tous les deux sur des barres parallèles et qui font des espèces de grands bâtons. Ben ça menacerait trop de montrer son entrejambe et sa culotte. Donc, à ce moment-là, elle porte un short. Donc, on a... D'ailleurs, bon... Petit tour de passe-passe. Au moment du film, on la voit pratiquement en culotte aussi parce qu'il y a un petit peu des ratés sur cette coordination du costume et des mouvements. Mais c'est rigolo de s'apercevoir qu'en fait, c'est plusieurs prises avec un costume qui s'adapte en quelque sorte en fonction du mouvement. Selon les plans... Ouais. Alors, une autre question. Dans ton livre That's Entertainment, tu évoques la couleur culte de certains costumes et tu parles de leur pouvoir évocateur. Tu cites d'ailleurs Michel Pastoureau qui a beaucoup travaillé sur la notion des couleurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler de choix de couleurs de certains costumes et puis du message que ces couleurs viennent véhiculer ? Oui, alors le code couleur des robes des danseuses, ça me semble en plus particulièrement important dans les cas où c'est une danseuse sans nom et qui va être juste une sorte d'incarnation, d'image plastique en mouvement très furtive, parce que voilà, des personnages de danseuses anonymes, et il y en a parfois dans la comédie musicale, et je pense notamment au personnage de la Vamp, qui est incarné par Sid Charisse dans le ballet Broadway Melody, dans Chantons sous la pluie. Elle a cette fameuse robe verte à franges qui... je pense, évidemment par sa coupe, mais aussi par sa couleur, est là pour connoter l'hypersexualité du personnage, parce que justement, comme le dit Michel Pastoureau, le vert, comme c'est une couleur qui a longtemps été instable, ça lui a toujours attribué ce caractère un peu ambigu, inquiétant, qui colle au personnage de Charisse dans Chantons sous la pluie. On peut aussi penser à la séquence, là encore, d'un ballet un peu onirique qui est celui du ballet d'un jour à New York, donc dans le film du même nom, qui est là assez curieux en fait parce que c'est une reprise de l'intrigue qui vient de précéder, de l'intrigue du film, mais où tout va être retraduit en danse. Et donc, un jour à New York, c'est l'histoire de 3 marins qui rencontrent 3 filles à New York. Et dans la diégèse, donc dans le récit, chaque fille correspond un peu à un type de femme et porte une couleur particulière. Dans la séquence dansée,
les actrices vont être doublées par des danseuses, ce sera des danseuses professionnelles qui vont jouer leur rôle, et c'est donc simplement la couleur de leur robe qui permet d'identifier qu'il s'agit donc d'une part du personnage de Claire, l'intellectuelle entreprenante, et de l'autre part de la couleur jaune pour qualifier Brunhilde, la chauffeuse de taxi pragmatique. Donc on a vraiment des femmes identifiées par simplement des couleurs. Et c'est vraiment la couleur qui fait le lien entre la comédienne et la danseuse qui l'interprète. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. On peut aussi penser aux robes qui deviennent là encore totalement mythiques, telles les robes de Marilyn Monroe et Jane Russell au tout début Des hommes préfèrent les blondes. Oui. Donc le numéro Just a Little Girl from Little Rock, c'est un numéro en fait qui intervient avant même le générique. Donc on ne sait pas du tout qui sont ces danseuses, on ne sait pas du tout qui sont ces personnages. On ne sait pas vraiment d'ailleurs si c'est des personnages ou si c'est directement Marilyn Monroe et Jane Russell qui dansent devant nous. Mais ce qu'on voit, c'est cette magnifique robe lamée, ces magnifiques robes lamées rouges avec une grande décolleté. Et donc ça place en fait là encore directement les personnages sous le signe d'une hypersexualité, d'une sensualité assumée et débridée qu'elles porteront pendant tout le film. Ils sont d'ailleurs connus pour être cités dans une autre comédie musicale qui est bien sûr Les Demoiselles de Rochefort, le film de Jacques Demy de 1967, où dans le numéro final, les jumelles portent des robes qui évoquent celles du numéro Des hommes préfèrent les blondes. J'avais pas fait le lien, mais c'est vrai, bien sûr. Oui, là, c'est vraiment un clin d'œil, en fait, de Demy au personnage classique. Enfin, je voulais juste parler d'un réalisateur comme Vincente Minnelli, donc un grand réalisateur de l'âge d'or et très connu pour ses comédies musicales. C'est quelqu'un, en fait, qui est particulièrement friand des costumes et des décors très, très sophistiqués. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a commencé comme dessinateur de costumes et comme décorateur pour le théâtre. Et il a vraiment imposé sa patte chromatique au film qu'il va réaliser. Et j'ai une anecdote que j'aime bien, c'est le cas des robes des sœurs Smith dans Le Chant du Missouri, donc un film de 1944 avec Judy Garland. Oui. Il y a une scène de bal, en fait, à la toute fin du film, et les deux donc, grandes sœurs de la maisonnée portent des robes rouges et vertes, donc des robes qui ont été créées par la célèbre costumière Irène Charaf. Et en fait, ces robes avaient été très très mal reçues par Nathalie Calmu, qui était la superviseuse Technicolor, en fait, qui venait donner ses conseils au réalisateur qui filmait en couleur. C'était le premier film en couleur de Minnelli. Et dit, mais ça va pas du tout passer en Technicolor, ça va jurer de faire du rouge et du vert juxtaposé. Elle était absolument contre. Mais Minnelli a tenu bon, et heureusement, puisque, comme on le sait, ça rend absolument magnifique à l'écran. Elle a eu tort. Ouais, c'est intéressant cette notion de contrôle aide pour bien gérer la technique du Technicolor. Ouais, c'était vraiment très très présent au tout début en fait de l'introduction du Technicolor avec cette Nathalie Calmu. En fait, tu la verras sur plein de génériques. Bon, beaucoup de réalisateurs voyaient ça comme une contrainte, puisque du coup ça. Oui, j'imagine. Voilà, ça met son nez littéralement dans le film. Mais je crois que c'était plus une position de la marque qu'un contrôle vraiment effectif finalement sur les productions. Alors, dans ton ouvrage, tu décryptes les hypnotisantes chorégraphies de Busby Berkeley et tu mets en lumière l'objectification de la femme à laquelle elle contribue. Je pense par exemple aux femmes lustres, aux femmes salades de fruits. Donc, est-ce que tu peux nous parler du rôle que jouent les costumes dans ces chorégraphies et aussi dans l'image de la femme qu'elles viennent véhiculer ? Ouais, chez Berkeley, on pourrait presque dire qu'il y a un peu 3 grandes catégories de costumes, mais qui ont toutes cette même fonction réifiante, c'est-à-dire de transformer les femmes en objets.
Il y a effectivement les costumes, comme tu as cité, qui vont littéralement transformer les danseuses en objets parce que c'est des costumes d'objets. Alors ça, c'est une traduction qui est directement héritée du théâtre et des Follies, hein, ce type de spectacle est très en vogue au début du siècle. Et on va donc avoir des danseuses qui vont se transformer en pièces de monnaie dans Chercheuse d'or de 1933, aussi en boîtes de conserve, et on va même les ouvrir avec un ouvre-boîte aussi dans Chercheuse d'or de 1933, ou encore en harpe humaine dans un film qui s'appelle Fashions of 1934, où donc les danseuses sont transformées en harpe, en instrument de musique, donc littéralement. Tout simplement. Tout simplement. Donc là, on est au degré maximal de la réification. Après, il y a un autre type de costume qui va participer de cette objectification, c'est les costumes très dénudés. Là encore, un héritage du théâtre, hein. Et cette question du costume, on y reviendra, mais bon, c'est toujours une façon de louvoyer avec le code ACE, parce qu'on va avoir des costumes qui vont habiller, mais pas tant que ça. Je pense par exemple au un espèce de costume maillot de bain qui figure dans le numéro By a Waterfall du film Prologue, un film de 1933, où en fait le maillot va soi-disant incorporer la chevelure des danseuses, mais ça va faire quand même quelque chose de très très érotique et qui dévoile énormément du corps des danseuses. Je pense aussi aux tenues extrêmement courtes qu'elles vont porter dans le numéro Petting in a Park, dans le film Chercheuse d'or de 1933, au cours duquel elles feront même une sorte de striptease derrière un rideau en ombre chinoise. Donc on a tous cette éroticisation du corps féminin à travers des costumes, on va dire, très 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 légers par moment. Et enfin, il y a une troisième façon de réifier les femmes chez Berkeley, c'est des costumes qui apparemment n'ont rien de spécialement réifiant, mais lorsqu'ils vont être articulés à un certain mouvement de caméra, vont transformer les filles en objets et les faire devenir partie d'un motif kaléidoscopique, parce qu'en fait, Berkeley était très connu par ses plans qu'on dit zénithaux, hein, donc des plans du haut, des plans la caméra est placée en haut sur un ensemble de girls qui, par leur position, vont composer des sortes de motifs, des fleurs, des choses tout à fait, des figures délirantes. Et là, évidemment, la couleur du costume, enfin en l'occurrence le noir et blanc, hein, puisque la majorité des films de Berkeley sont en noir et blanc, eh bien, va créer des illusions d'optique. Je pense à un numéro Dames où elles ont le bas noir et le haut blanc, et à mesure que la caméra se recule et que les danseuses font des mouvements synchronisés, ça va animer une composition en noir et blanc de plus en plus enivrante. Et tout ça, ce sont des effets qui ne sont possibles que par le fait d'avoir des costumes soigneusement identiques et soigneusement coordonnés. Puisque dans tous les cas, dans cet usage du costume chez Berkeley, on a avant tout une fonction unifiante, hein, du costume qui va tendre à construire en fait une sorte d'idéal féminin, où on aura des girls qui seront d'autant plus identiques qu'elles seront toutes coiffées, maquillées et surtout habillées pareil. Et tu racontes aussi d'ailleurs dans ton livre que quand il castait les girls, il disait que ça l'intéressait pas qu'elles sachent bien jouer ou quoi. Ce qui l'intéressait, c'était justement ce physique idéal pour lui. Et donc déjà au niveau du physique des girls, hein, une sorte de calibrage dans les proportions, les mensurations, que le costume vient encore renforcer. Il y a une fameuse citation où il dit quand il prend 3 nouvelles filles, il les aligne à côté de ses 13 filles habituelles pour voir si elles sont bien, je cite, alignées comme des perles, pour être sûr que personne ne dépareille.
Oh, c'est charmant. N'est-ce pas? Alors, pour parler d'un autre sujet, le travestissement, c'est un ressort très courant des comédies musicales. C'est souvent à des fins comiques, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme travesti en femme. Tu en parles dans ton livre. Donc, est-ce qu'il y a certaines scènes de travestissement que tu trouves particulièrement intéressantes et dont tu peux nous parler? Ouais, j'aurais bien aimé parler de la pratique du travestissement par Eleanor Powell, qui est vraiment une très grande star, une très grande danseuse dans les années 30, vraiment un équivalent en termes de notoriété à Fred Astaire, mais qui est un petit peu oubliée en fait aujourd'hui. C'est une danseuse très atypique parce qu'en fait, elle a un style de claquette très très virtuose, ce qui n'était pas forcément courant chez les femmes à l'époque, et elle va mélanger surtout acrobatie et claquette. Elle a un style vraiment très très atypique, et par le mélange de ses cabrioles et de ses frappes hyper énergiques, elle avait besoin de quasiment toujours de danser en pantalon, parce que c'était quand même beaucoup plus pratique, et notamment pour les acrobaties. Donc on la voit souvent en pantalon ou avec des vêtements vraiment très amples, et on la voit souvent en tuxedo, enfin en smoking, en costume masculin. Et donc son style de danse et ce costume récurrent va créer une sorte d'ambiguïté de genre, notamment dans ses performances, parce que dans le récit, ça va être très contenu, elle va être sur des rôles très très traditionnels, d'héroïne assez candide, assez soumise, mais dans la danse, elle va être tout autre, et je pense notamment au numéro final du film Broadway Melody of 1938, titre français improbable, Le règne de la joie. Je viens de découvrir ce titre français. C'est une traduction littérale. Voilà. Et en fait, au début mot pour mot, elle est avec les hommes, tous sont en tuxedo. Eux, les danseurs vont s'éloigner, Eleanor Powell va faire son numéro, ils vont ensuite revenir, et là, il y aura des interactions entre les boys et Eleanor Powell, mais des interactions qui n'ont rien à voir à, par exemple, Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes. Là, on est sur des choses très, très curieuses où elle leur saute dessus et elle rebondit. Enfin, elle fait vraiment pantin désarticulé, donc on voit vraiment qu'il n'y a aucune ambiguïté sexuelle entre eux. Et à la fin du numéro, elle prend la pause, puis on a une coupe et un insert où on a cette fois tout le cast réuni sur scène, et avec les hommes en tuxedo, et Eleanor Powell là a été s'échanger visiblement, et elle porte une robe longue blanche comme les autres femmes qui sont présentes sur scène. Donc comme s'il y avait besoin de ce plan pour la réassigner dans les normes de genre, après une séquence où par la danse et le costume, elle les avait totalement troublés. Donc j'aime bien cet exemple pour montrer cette... Ah oui, c'est intéressant, sans transition. Sans transition. En plus, il y a un cheval. Bon, ça s'explique pour des raisons diégétiques, mais à la fin, il y a un cheval sur scène, donc le truc totalement absurde. En effet, c'est un exemple hyper intéressant. Je voulais aussi dire quelques mots de l'exemple de Doris Day dans Calamity Jane, donc un film de 1953 qui est donc une comédie musicale qui présente une version romancée, bien sûr, de l'histoire de Calamity Jane. Et ce film, ça va être avant tout l'histoire d'une métamorphose et d'une réassignation de genre pour le personnage de Calam, puisque au début, elle se comporte trop comme un homme, comme un cow-boy, et elle va devenir une femme respectable au cours du film et au fil évidemment de sa rencontre avec le cow-boy Bill Hickok. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça passe en fait à la fois par le costume et par le style de performance. Puisqu'au tout début du film, on voit Calamity, donc, qui est non seulement maquillée et coiffée n'importe comment, mais qui surtout va porter le costume iconique du cow-boy, donc l'espèce de veste et pantalon en daim avec des franges, le chapeau de cow-boy. Et au fur et à mesure du film, sa tenue va un petit peu se métamorphoser. Elle va passer par un stade où elle sera une sorte de butch, donc de femme qui s'habille de façon très masculine avec
la chemise à carreaux, un pantalon cargo, et à la fin, elle sera carrément en robe puis en robe de mariée. Et cette métamorphose va être accompagnée par un changement du style de chant de Doris Day. Au début, quand elle est en cow-boy, elle va chanter de façon très très rocailleuse, avec des accroches très très agressives. Et à la fin du film, lorsqu'elle sera métamorphosée donc par le costume et psychiquement, on va dire, en femme, eh bien, elle chantera avec sa voix qu'on connaît de Doris Day, hein, très suave, très enveloppante. Donc, j'aimais bien cette articulation entre l'apparence et le style de performance de l'actrice. Ah oui, c'est intéressant, en effet. Et donc, le costume vraiment accompagne cette métamorphose. Oui, complètement. J'ai pas de souvenir de pareil accompagnement du changement de la et du costume tout au fil du film. Et dans les deux exemples que tu cites, on est rassuré parce que la femme finit bien en robe blanche à la fin. Voilà, on est tout à fait rassuré. Tout est sous contrôle. Alors, je voulais aussi qu'on parle de Gene Kelly et de Fred Astaire, qui sont deux des figures iconiques de la comédie musicale. Il y a beaucoup de points qui opposent ces deux acteurs, le physique, la technique chorégraphique, l'âge et puis le style. Dans une de ces biographies que tu cites dans ton livre, Gene Kelly se compare au Marlon Brando des danseurs et Fred Astaire à Cary Grant. Fred Astaire, il a un style iconique qui est fait de costumes et de smoking très élégants, d'une canne très connue et d'un chapeau haute forme qui est culte aussi. Et Gene Kelly, il a souvent endossé des uniformes de soldats ou de marins qui s'adaptaient particulièrement bien à sa morphologie. Alors, est-ce que tu peux nous parler du rôle qu'ont joué les costumes dans la construction de ces deux icônes ? Alors oui, donc Fred Astaire, effectivement, il est associé aux hautes formes, au frac et à la canne depuis le tout début de sa carrière, hein, depuis les premiers films des années 30, comme Le Danseur du Dessus, jusqu'à ses derniers films à la MGM. Je pense à La Belle de Moscou, où il y a carrément presque une auto-parodie de Fred Astaire dans le costume du Top Hat. Et c'est un costume en fait, qui est, à mon sens, doublement signifiant. En fait, c'est un costume qui est déjà désuet, même à l'époque où il commence à le porter. Hein. C'est un peu lié à une époque révolue, surannée, qui le place d'emblée hors du temps. Et aussi, le tuxedo a un habit de soirée. Et ça va connoter une certaine classe, ça va le placer du côté de l'aristocratie. Et ça, ces deux points, le côté atemporel et le côté aristocrate, c'est des points fondamentaux dans la persona, dans l'image de Fred Astaire, qui vont particulièrement bien, et c'est là qu'on en revient toujours à la danse, qui vont particulièrement bien se marier avec son style de danse, un style aérien, un style feutré, qui va traduire une certaine conception de la masculinité, une masculinité blanche, aristocratique et aussi atemporelle. Un type de personnage masculin qui va d'ailleurs soumettre ses partenaires plutôt par le pouvoir magnétique que par la démonstration de forme virile. La démonstration de forme virile, c'est au contraire plutôt l'apanage d'un Gene Kelly qui s'est beaucoup exprimé sur ses choix de costumes et de personnages. Pour lui, il y a trois choses qui vont être un petit peu mêlées. Il y a la volonté de réalisme, hein, de camper des personnages du quotidien. Bon, on est aussi à une autre époque, hein, une époque à la fin des années 40 où la comédie musicale, elle est vraiment intégrée et ancrée dans le quotidien. Le costume doit être suffisamment souple pour Kelly pour s'adapter à son style de danse très athlétique. Et ce qu'il a encore va révéler une certaine conception de la danse, parce que pour Gene Kelly, il est important de viriliser à tout prix la danse. Et c'est pour ça qu'il va y avoir ce personnage du militaire, alors que ce soit le soldat ou le marin, qui va s'imposer à Gene Kelly, puisqu'il va jouer un marin à plusieurs reprises, hein, escale Hollywood, un jour à New York, et un militaire dans Beau Fixe sur New York. Et outre même ces costumes en uniforme, on va avoir d'autres types de costumes chez Kelly qui vont mettre en avant cette virilité. Hein. Je pense au costume de
torero, enfin une sorte de toréador un peu baroque dans Escale Hollywood, où il a une espèce de chemise très moulante qui souligne son torse, une cape et aussi un masque de Zorro. Ou je pense aussi au costume du pirate, avec une combinaison très courte qui va faire le regard sur ses cuisses, des espèces de bracelets au poignet qui met en avant, là encore, ses muscles. Donc on va avoir tout un tas de costumes qui vont accentuer ce côté viril et accentuer toute la musculature de Kelly. Mais on verra donc que dans cette volonté de construire dans le costume comme dans la danse cette masculinité dite hégémonique, hyper virile, il y a aussi quelques ambiguïtés. Oui, alors justement, tu en parles aussi dans ton livre. Tu parles de l'hypervirilité de Gene Kelly, mais aussi tu évoques Ann Miller, qui serait un peu la figure miroir sur l'hyperféminité. Et dans une seconde lecture, en fait, tu convoques la notion de camp. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce terme et puis aussi nous parler de ce que les costumes très genrés de ces deux stars ont aussi pu dire justement sur le genre à travers cette seconde lecture? Oui, alors le camp, c'est toujours un petit peu difficile à définir. C'est à la fois en fait une sensibilité et une esthétique qui est très associée à la subculture gay masculine. Il y a un texte du milieu des années 60, un texte de Susan Sontag, donc intitulé Notes on Camp, qui définit ce qu'est le camp. Elle note les éléments clés de cette sensibilité esthétique. Et pour elle, l'essence du camp, c'est l'amour de tout ce qui n'est pas naturel, de ce qui choque, le culte de l'artifice et de l'exagération. En fait, on pourrait dire que tout ce qui est la célébration de ce qui est outrancier, exagéré et théâtral, ça peut avoir une portée camp. On cite souvent les drag queens en fait comme exemple d'une performance ostensiblement camp. Effectivement, l'hyperféminité comme l'hypermasculinité sont ambiguës et peuvent être lues comme camp, tout simplement parce qu'elles soulignent l'artificialité des rôles de genre. Et en fait, ces tenues dont on parlait tout à l'heure de Gene Kelly, cette hypermasculinité construite dans la danse comme dans le costume, elle est très ambiguë. Alors ça, c'est notamment quelque chose qui a été souligné par le chercheur Stephen Cohen, qui a beaucoup travaillé sur les masculinités et qui analyse les performances de Kelly en expliquant que pour Kelly, le costume de marin le prémunirait de cette réification qui est associée au corps du danseur, puisque pour lui, on réifie le danseur lorsqu'il porte des collants, parce que les collants, c'est la tenue traditionnelle des chorus girls ou des corps de ballet. Mais Cohen, il souligne qu'en fait, quand Kelly porte des tenues aussi moulantes que celles qu'on a pu citer, il pourrait tout à fait aussi bien porter des collants, ça soulignerait tout autant son physique. Et ce dont on peut s'apercevoir dans les films, c'est que non seulement on filme ces tenues très très moulantes, mais en plus la caméra, la mise en scène vont accentuer ce côté qui place le corps de Kelly comme un objet désirable. Je pense à certains numéros, notamment le numéro Nina dans le film Le Pirate, où on le voit être le regard, l'objet d'admiration de toute une place et donc des passants au milieu desquels il fait une danse qui est extrêmement sensuelle, dans laquelle il se tortille beaucoup, et on va avoir plein de plans très très appuyé sur les fesses de Gene Kelly, au point que d'ailleurs j'ai découvert un Tumblr qui recense, donc intitulé Gene Kelly's Butt, donc les fesses de Gene Kelly, un Tumblr qui recense tous les plans appuyés sur les fesses de Gene Kelly dans ses différents films. Donc ça en dit déjà long sur la façon dont il est construit comme objet érotique dans la danse, et d'autant plus facilement qu'il porte des costumes extrêmement serrés. Oui, tu expliques aussi dans ton livre qu'en fait, quand ils portent des uniformes, c'est des uniformes qui sont vraiment retouchés pour mettre en avant ces formes. Oui, parce que c'est des choses qui vont être qui vont éventuellement être lâches
dans le bas des jambes, mais qui, au niveau des cuisses et de l'entrejambe, vont être extrêmement ajustées. Encore une fois, comme un collant de danse. Oui, c'est ça. Et tu montres aussi, d'ailleurs, il y a une photo dans ton livre qui est intéressante où Gene Kelly se fait siffler par des femmes, où il est en marin. Et il est vraiment... Donc, c'est une scène qui est assez rare à voir à cette époque-là. Ouais, et en plus, c'est un plan qui laisse vraiment... planer aucune ambiguïté sur la partie de Gene Kelly qu'elle regarde à ce moment-là. Donc... Oui. Et pour dire quelques mots d'Ann Miller, donc en fait Ann Miller, comme Eleanor Powell, c'était une des rares femmes qui dansait des claquettes et qui dansait plutôt en solo, souvent parce qu'en fait elle n'avait pas de partenaire à sa hauteur, mais qui elle va plutôt être dans des seconds rôles. On la voit notamment dans Un jour à New York ou dans Parade de printemps. Elle est elle aussi connue pour ses frappes mitraillettes extrêmement puissantes, mais à la différence d'Eleanor Powell, Ann Miller va elle avoir des costumes qui vont l'hyper-sexualiser, avec des robes qui vont rendre tout à fait spectaculaire le dévoilement de ses jambes dans Parade de printemps, dans Un jour à New York, ou encore des bodys très très ajustés qui vont mettre en valeur les mouvements de ses hanches. Je pense au body à franges du film Small Town Girl, ou encore une robe avec une sorte de faux cul à l'arrière, donc quelque chose qui va forcer les fesses tout simplement, dans le film Lovely to Look At. Donc en fait autant de costumes qui accentuent ses courbes, son physique, et qui vont donc construire une sorte d'hyper-féminité qui, de la même façon que l'hypermasculinité de Gene Kelly était un petit peu suspecte, pourrait être lue ici comme une performance excessive de féminité. En fait, une féminité tellement outrancière qu'on voit qu'elle est totalement artificielle. Alors après, je voulais te poser une question que je me pose depuis longtemps. À une année d'intervalle, en fait, Sid Charisse a joué une femme fatale sans nom dans 2 numéros musicaux de 2 comédies musicales cultes, Chantons sous la pluie en 1952 et Tous en scène en 1953. Et les costumes qu'elle porte pour interpréter cette vampe sont particulièrement proches. C'est 2 robes spaghetti, donc avec des bretelles fines, brillantes, monochrome, donc verte, on en parlait dans Chantons sous la pluie, et rouge dans Tous en scène. Après, il y a des différences aussi. La robe verte est frangée dans un esprit plus années folles, qui va avec l'époque dans laquelle se déroule le film. Et la robe est fendue avec moins de franges, plus années 50 dans Tous en scène. Et je me demandais dans quelle mesure c'était possible que le premier costume ait particulièrement inspiré le second, comme c'est, si je ne me trompe pas, donc la même maison de production. Les films ont été tournés presque à la suite. Donc voilà, je m'interrogeais un peu là-dessus. Alors, au risque de te décevoir, j'ai malheureusement pas trouvé la réponse. J'ai cherché pour voir s'il y avait une archéologie de la construction de ces 2 costumes. Merci d'avoir regardé déjà. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que donc c'est pas le même costumier, puisque pour Chantons sous la pluie, c'est Walter Plunkett, qui est un grand costumier de l'âge d'or et qui va notamment avec Ori Kelly et Irene Sharaf partager l'Oscar du meilleur costume pour Un Américain à Paris, qui est le film de l'UTM juste avant Chantons sous la pluie. Et dans le deuxième cas, pour Tous en scène, c'est les costumes de Marie-Anne Nierberg, qui a travaillé sur moins de films, mais sur plusieurs comédies musicales, et qui a notamment été nominée pour l'Oscar du meilleur costume pour Tous en scène. Donc, 2 costumiers différents, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y avait un style MGM. Donc ça, effectivement, ça peut avoir influencé le choix du costume. Et je pense que ce qui est déterminant, c'est la persona, en fait, tout simplement, de Sid Charisse, qui est à la fois dictée donc, par son image, mais aussi par son style de danse, un style dans les 2 cas, dans les 2 numéros, un style extrêmement sensuel, qui met aussi l'accent sur ce côté brune, un peu piquante. Donc ça, je pense vraiment autour de la persona de Charisse que ça s'est construit. Et il me paraît assez évident que lorsque elle porte ce costume de vamp dans Tous en scène, on ne peut pas ne pas le lire à la lumière de Chantons sous la pluie une année auparavant. Donc oui, ça a influencé. Après, j'ai pas trouvé trace, j'ai pas les archives malheureusement disponibles pour attester qu'ils ont commandé le fait de s'inspirer du costume précédent, mais ça me paraît assez certain que les 2 costumes ont
un lien étroit de parenté entre eux. Merci d'avoir mené l'enquête, Fanny. Et j'avais juste une anecdote sur les costumes de Chantons sous la pluie, parce que je le savais, mais je l'avais oublié. Ah oui, dis-moi. Que Debbie Reynolds, qui était fervente admiratrice et collectionneuse de costumes, avait une grande partie des costumes du film, comme d'ailleurs de nombreux accessoires et décors d'autres films de l'âge d'or. Et elle avait une collection privée très très importante jusqu'en 2011 de quasiment tout ce qui subsistait en fait en termes de costumes et accessoires de l'âge classique, mais malheureusement ça a été vendu lors d'une célèbre vente aux enchères en 2011 et c'est aujourd'hui éparpillé un petit peu partout dans le monde. Elle avait l'ambition en fait de créer un musée du costume sur l'âge d'or hollywoodien, mais ça s'est pas fait de son vivant. Ah, c'est dommage, ça aurait été trop bien. Je savais que tu aurais c'est intéressant, aller dans ce musée. C'est clair, ah oui, mais bon, souvent je crois qu'il y a des collectionneurs qui se retrouvent confrontés au coût que c'est d'ouvrir un lieu, quoi. Ouais. Ah, c'est dommage, donc maintenant la collection est dispersée, mais c'est amusant, une comédienne qui a collectionné comme ça des costumes. Tu me proposais de parler du code ACE, donc c'est un code dont tu vas mieux parler que moi, mais qui s'est imposé à Hollywood entre 1934 et 1968, je crois, pour le respect des mœurs dans les films. Et donc évidemment, qui dit règles et codes dit comment essayer de les contourner. Et je crois que justement, tu voulais nous parler de comment la comédie musicale hollywoodienne a réussi, et notamment par le costume, à contourner ce code. Oui, parce que en fait, dans le cas du code ACE, c'était un point vraiment sensible, les costumes. Il y avait presque systématiquement une espèce de note de vigilance qui était adressée à chaque fois qu'un nouveau projet était soumis. C'était de faire attention aux costumes, notamment évidemment au décolleté et à la longueur des robes. Il y avait aussi le fait de ne pas voir le nombril, tu sais, des danseuses. Souvent, dans les numéros un peu exotiques, elles ont quelque chose qui cache leur nombril. Donc, le code ACE, c'est quelque chose qui s'exerce principalement a priori, donc c'est-à-dire sur scénario et sur photo des costumes. Donc ça, c'est quand même beaucoup... ça laisse beaucoup, on va dire, de marge de liberté de négociation déjà parce que y a des évolutions possibles sur les costumes au fil de leurs essayages. Parfois aussi on a des exemples de costumes refusés par le code photo à l'appui, mais qui vont quand même apparaître à l'écran. Donc ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a remarqué ça en travail. Les chercheurs ont remarqué ça en travaillant sur archives. Et surtout, ça va dépendre en fait de la façon dont le costume va être mis en mouvement dans la danse, puisque un costume qui pourrait ne pas apparaître spécialement sensuel, on va dire, à la faveur de certains mouvements, pourrait tout à fait le devenir. Je pense particulièrement à cette robe dont on a parlé plusieurs fois, à la robe de Sid Harris dans Chantons sous la pluie. Elle est évidemment d'autant plus sexy que ces mouvements du bassin font onduler les pans de tissu qui couvrent le devant de cette robe flapper. Donc on a tout un jeu qui érotise d'autant plus un costume qui l'était bien sûr à la base, mais dans la danse, on va dire, c'est accentué. Alors, au sujet de ce costume et notamment des questions de censure, j'ai entendu il y a peu une anecdote qui est colportée par la veuve de Gene Kelly, mais moi, j'y crois pas trop, mais j'aime bien quand même la raconter pour montrer un peu les légendes, on va dire, qui circulent. Oui, c'est chouette aussi, moi j'aime bien. Nous a été appliqué le code, parce qu'elle elle prétend que les censeurs ont été sur le plateau et que ce serait après coup, après qu'ils aient vu la robe, que Gene Kelly ait eu l'idée de découper avec ses petits ciseaux les pans de la robe, parce qu'autrement c'était impossible de danser dans cette robe. J'y crois pas du tout, parce que déjà ça se verrait si c'était coupé à la veille. Ouais. Mais j'aime bien ce genre de légende, et notamment sur les biographies de Gene Kelly qui arguent pratiquement que Gene Kelly à l'origine du
concept même de cinéma, tu vois, c'est lui qui a tout. Mais oui, c'est ça, mais j'entendais justement dans ton podcast All That Jazz, ça m'a fait beaucoup rire parce que tu en parles aussi sur Un Américain à Paris en disant que le point commun des nombreuses biographies qui existent sur lui, c'est que finalement tout était un peu son idée, quoi. Voilà. Et moi, à l'inverse, j'étais allée voir Stanley Donen au Forum des Images et c'était très drôle parce que c'était l'inverse, donc il expliquait comment il avait eu l'idée de tout. Donc là, pour le coup, il rejetait complètement la créativité d'un Gene Kelly ou d'un Fred Astaire et il expliquait comment il avait tout imaginé. Mais d'où l'intérêt, tu as raison de raconter ces anecdotes parce que quand on croise tout, on se dit que la vérité doit être quelque part au milieu. Voilà. Et pour revenir juste sur le sujet de la censure, je pense que ce qu'on peut quand même se dire, c'est que pour la comédie musicale, pour les costumes comme pour le reste, on avait quand même une plus grande licence donnée a priori au genre, parce que c'était un genre jugé plutôt inoffensif. C'est le côté tout se finit bien, les sujets sont très légers et tout ça. Ben, ça a permis de passer un certain nombre de choses. Et aussi parce qu'en fait, tout simplement, les censeurs ne voyaient que rarement les numéros une fois achevés. Donc, lorsqu'ils lisaient le scénario, c'était simplement et là un numéro musical. Et après, il y avait tout un boulevard pour faire des choses extrêmement audacieuses, on va dire. C'est intéressant et c'est vrai que ces deux personnages de Vamp dont on parlait, donc interprétés par Syd Charisse, qui sont dans des numéros musicaux à l'intérieur des films, c'est typiquement du coup des choses qui devaient pas être peut-être pas très décrites dans les scénarios. Ouais, j'imagine. Et ça me fait penser, j'ai lu récemment à propos de Ginger Rogers, d'un courrier des lecteurs de la presse des années 30, à l'époque où vraiment elle était au sommet de sa carrière avec Fred Astaire. Il y a quelqu'un qui mettait cette Ginger Rogers, elle est vraiment très bien parce qu'elle est très polie, elle est très souriante et en plus elle porte pas des robes enfin elle porte toujours des robes qui lui arrivent à la cheville. Donc c'était vraiment de bonne moralité. Et alors, une dernière question que je voulais te poser. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a des costumes que tu préfères dans ces comédies musicales que tu as beaucoup étudiées et creusées? Et si oui, pourquoi? Alors, dans les costumes qui m'ont marqué, du coup, je vais reciter une fois de plus la robe de Syd Charisse dans son Chantons sous la pluie, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes aussi, c'est vraiment quelque chose de très, très emblématique de l'histoire du cinéma. Je me souviens... c'est vraiment le moment où je raconte ma vie, mais je me souviens quand... C'est le moment, je t'en prie. En art plastique, en 5e ou 4e, fallait faire un truc pour évoquer une couleur. Et moi, j'avais voulu faire le body vert pour un espèce de truc archétypal d'une seule couleur. Et moi, j'avais voulu proposer ça. Et ma prof, à l'époque, m'avait dit, mais non, c'est trop anecdotique, ça peut pas symboliser pour bravo. couleur verte. Mais moi, si, vraiment, ce vert émeraude, c'était la couleur de ce costume. Donc voilà, pour des raisons personnelles, je suis très attachée. Et il y a aussi un costume que j'adore, c'est le costume de Judy Garland dans le numéro Get Happy. Donc le numéro final du film Summer Stock, en français La Jolie Fermière, un film de 1950. Et en fait, elle porte une veste de tuxedo et un espèce de petit foulard rose. Elle a les jambes simplement vêtues d'un collant et un feutre noir sur la figure. Et voilà, c'est une tenue extrêmement sexy qui met bien en valeur ses jambes et voilà, qui est assez ambiguë aussi d'un point de vue genré, puisque voilà, c'est une veste masculine mais qui est très très saillante dans le numéro. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un costume qui avait déjà été utilisé dans le film Parade de printemps lors d'un numéro coupé, un numéro qui s'appelait Mr. Monotony, donc a été enlevé du film. Et j'étais toujours très surprise lorsque j'ai découvert ce numéro enlevé, qu'il s'agissait du costume, de constater qu'elle était habillée comme elle le sera quelques années plus tard dans ce numéro splendide de Get Happy, donc de Summer Stock. Donc, j'aime bien l'idée qu'ils aient finalement pas abandonné le costume parce qu'il était trop bien. Et voilà. Il a trouvé sa place au soleil un peu plus tard. Super, je mettrai sur Instagram des photos des deux costumes pour que tout le monde puisse les voir un peu en mouvement
Super. Merci à Fanny Beuret d'avoir réfléchi pour Profession costumière à la relation qu'a entretenue la comédie musicale hollywoodienne classique avec le costume et de nous avoir partagé autant d'anecdotes réjouissantes à ce sujet. Et merci à Jacqueline Nakache, spécialiste de l'âge d'or hollywoodien, avec qui nous avons toutes les deux étudié, de nous avoir mis en relation. Si vous aimez les comédies musicales, je vous invite à aller découvrir le podcast que Fanny Beuret co-anime avec Anna Marmiès, All That Jazz, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un prochain épisode de Profession costumière en anglais.